Alors, écoutez, je suis vraiment, ravie de cette, initiative. Je trouve ça vraiment très, très intéressant que, on puisse, dialoguer, très tôt, finalement avec vous sur les différentes spécialités. Alors je sais pas exactement, j'étais pas là, j'en suis vraiment désolée comme, je vous avais dit Ariane, j'avais une autre réunion avant et du coup j'ai pas entendu ce qu'a dit Marie-Édith, au départ. En tout cas pour ce qui est de la rhumatologie, je suis très contente de pouvoir parler aujourd'hui, aussi parce que, je me suis rendu compte, assez souvent qu'au cours des stages, des externes, j'avais souvent certains de vos camarades qui me disaient, notamment au moment des consultations, c'est un moment un peu privilégié où on peut discuter. Oh là là, je j'imaginais pas du tout la rhumatologie comme ça et donc je trouve que c'est quand même assez sympa de pouvoir effectivement, vous parler de nos spécialités. Parce que des fois, vous vous faites, une idée qui est pas exactement, la bonne. Alors du coup, juste pour repartir un petit peu, moi aussi vous parlez quand même de mon parcours. Moi j'ai fait un échange viticole, voilà, j'ai fait mon externat à Dijon et ensuite, je suis venue faire mon internat, à Bordeaux, pour plein de raisons et notamment parce que, j'étais, amoureuse depuis longtemps de la région, sud-ouest et j'ai pas été déçue. Je me suis vraiment sentie, bien, ici tout de suite. Pendant mon externat, j'étais pas passée, en rhumatologie et j'avais fait, un stage qui m'avait beaucoup marqué. C'était mon dernier stage, d'externat en médecine interne. Un stage où on travaillait, beaucoup, mais qui était extrêmement intéressant et donc j'étais partie, pleine de bonnes intentions et puis, d'envie de faire de la médecine interne quand je suis arrivée à Bordeaux, donc extrêmement convaincue. J'étais pas mal classée, donc j'avais le choix, je pouvais le faire, il y avait pas de souci. Et puis, j'ai commencé mon internat donc, en médecine interne et en premier stage, je suis passée en médecine interne, ça m'a beaucoup plu, j'étais très enthousiaste et puis en deuxième stage, je suis passée en maladie infectieuse, j'ai adoré, pleine d'enthousiasme également et puis en troisième stage, je suis passée en rhumatologie, c'était assez logique dans mon cursus de médecine interne et là, j'ai tout simplement été, vraiment, extrêmement attirée par, la manière dont finalement cette spécialité, résonnait. Je trouvais, finalement dans cette spécialité tout ce que j'aimais en médecine interne. C'est-à-dire, en gros, moi ce qui me plaisait en médecine interne, c'était essentiellement toute la partie, immunologie clinique, les maladies, systémiques, les maladies tout ce qui était auto-immunité et cetera. Avec, en plus, une particularité, c'est qu'on pouvait prendre le problème par, par un organe, par une atteinte un organe au sens large, hein, puisque c'est les articulations, c'est quand même, un organe au sens large et puis il y avait tout un mode de raisonnement. Il y avait une ambiance dans le service, qui était aussi, excellente et tout ça a fait que, j'ai, choisi assez rapidement, au troisième mois de mon stage de rhumatologie, de faire un remords et c'est vraiment une décision que je n'ai Oh, absolument jamais regrettée. La dernière chose qui avait emporté, sympa. finalement pour moi Le la changement de spécialité. décision, c'était aussi, Deuxième chose, c'est dire que pardon. que, il y avait une possibilité en rhumatologie, d'exercer en libéral qui était quand même moins présente, en médecine interne, même si tout est toujours possible. Alors moi, j'ai fait un cursus un petit peu aussi comme, Marie-Édith avec, une partie, recherche qui était très intégrée dans mon parcours avec, comme je pense que c'est toujours le cas, on peut faire son master 1, pendant, l'externat et puis au cours de mon internat, j'ai fait mon master 2, j'ai passé ma thèse de médecine et ensuite je suis directement après ma thèse de médecine partie, en Suisse, donc cette fois-ci plutôt au pays, du fromage et du chocolat, un peu moins du vin, il faut bien le dire, pour, faire, ma thèse de sciences. J'ai passé 2 ans en Suisse et je suis revenue faire ma troisième année à cheval entre le laboratoire de bactériologie et le laboratoire d'immunologie, pour faire ma troisième année de thèse de sciences et ensuite j'ai commencé, mon CNICA. Donc, vraiment ça a été, un parcours très intégré, clinique et recherche
mais j'ai vraiment adoré la partie recherche que je continue toujours à faire, mais j'ai pour autant pas décidé à ce moment-là d'arrêter, la clinique. C'est une possibilité, hein, il y a des gens qui le font, mais vraiment j'avais cette envie, cette ambition de continuer à faire les 2, Possible, oui. qui est pas toujours facile, hein. Alors, bah, voilà, hein, c'est une question qu'on se pose quand même pas mal Ouais, vas-y, quand maintenant on est l'histoire, étudiant. réponds. Heu, la rhumatologie, Putain, il fait beau un heu, peu cet après. je crois qu'il y a quelqu'un qui parle en même C'est temps, encore qui a une pas autre coupé Enlevez son personne. le micro. vous pouvez couper le micro, vous. Donc pourquoi la rhumatologie? Qu'est-ce que la rhumatologie et quel est l'intérêt de la rhumatologie? Je les comprends un petit peu comme ça, hein, les questions que vous vous posez puisque, Oui. voilà, donc je crois que c'est quelqu'un qui s'appelle Idriss Mesli qui a pas coupé son micro. Donc sur, internet, bah, si on cherche, rhumatologie, on trouve tout un tas de choses. C'est assez difficile de vraiment se rendre compte. On sent bien que, il y a une histoire de douleur là derrière. On sent bien qu'il y a une histoire d'articulation. Alors finalement, la rhumatologie, qu'est-ce que c'est? Bien, déjà, il faut bien se dire que c'est une spécialité médicale, hein, on l'a exclue tout de suite de la partie chirurgicale, qui va être le pendant, chirurgical de la rhumatologie. On va imaginer que c'est, l'orthopédie. En revanche, nous, on se trouve assez éloigné finalement des orthopédistes dans notre pratique, quotidienne, même si on est dans le même pôle appareil locomoteur. Et donc, cette spécialité médicale recouvre finalement l'ensemble de la pathologie de l'appareil locomoteur. L'appareil locomoteur, c'est quoi? C'est finalement tout ce qui nous permet de bouger. Donc, vous imaginez que c'est finalement hyper large. On a parlé d'articulation, mais c'est aussi bien, on s'occupe de pathologies osseuses, musculaires, tendineuses, les nerfs périphériques. Enfin, vraiment, on a une vision extrêmement large de la rhumatologie. Alors, vous connaissez tous le livre de référence, donc c'est le COFER. Et là, COFER, c'est Collège des Français des enseignants de rhumatologie, hein, ça veut dire. Et c'est un livre qui est révisé très régulièrement. Et donc, il y a une 7e édition là, qui est sortie et qui est conforme donc, à la réforme. Il y a une activité du Collège des enseignants de rhumatologie qui est extrêmement dynamique. Avec notamment, j'en profite pour faire une petite pub là pour le site internet qui a été complètement refait avec plein de contenus pour tous les cycles. Et pour le premier et deuxième cycle, bah, tout un contenu, sémiologie, la sémiologie en vidéo qui sont hyper, vraiment les items sont hyper bien faits. La liste d'items, ça c'est plus classique. Une liste de cas cliniques et puis des serious games qui sont quand même assez intéressants. Donc vraiment, bah, vous pouvez aller voir, c'est du matériel très très chouette. Et bah, comme je vous ai dit tout à l'heure et comme vous allez le voir pendant cette présentation, la rhumatologie, ça tape assez large. Donc vous pouvez vraiment trouver plein de choses hyper intéressantes. Alors voilà, assez large. J'ai essayé, alors bien sûr, c'est pas exhaustif, hein, mais de répertorier un petit peu le genre de maladies auxquelles on est confronté. Et en gros, ça donne à peu près ça. Des pathologies articulaires, osseuses, et puis j'ai fait un petit listing d'autres pathologies. Et donc, on a à peu près, on a des champs extrêmement variés. Et vous voyez que d'emblée, je les ai quand même classés. J'ai pas fait une liste à l'après-vert. Donc, il y a des pathologies inflammatoires, microcristallines, infectieuses. Ça doit vous rappeler certains cours qu'on fait ensemble. On essaie toujours de classer un petit peu les choses. Et donc, vous voyez qu'il y a un champ extrêmement, extrêmement large qui est couvert par cette spécialité. Et ça peut faire un petit peu peur. Une grande richesse de la spécialité, vraiment de multiples connaissances à acquérir. Alors vraiment, bien, finalement, je suis pas tout à fait sûre parce que moi, je trouve que en rhumatologie, on apprend surtout et c'est ça, hein, qui m'a vraiment, beaucoup intéressée et beaucoup séduit dans cette spécialité. On apprend, un mode de raisonnement. Alors effectivement, comme l'a dit Marie-Édith, hein, il faut se tenir au courant, il faut quand même, remplir un petit peu ces tiroirs avec des connaissances, mais on arrive à s'en sortir et on arrive, en tout cas, à restreindre le champ des diagnostics simplement avec un raisonnement et c'est des raisonnements qui sont, assez bien rodés, qu'on peut réutiliser et qui sont assez rassurants et qui nous permettent finalement de nous mettre sur des rails extrêmement utiles pour, ne pas perdre pied devant un patient qui parfois peut être un petit peu compliqué.
Alors, le cursus de rhumato, ben, moi, je vous ai donné le mien, mais en fait, voilà, il est assez classique, hein. Après, un externat où nous, ben, on aime bien les externes, qui ont, une tête, bien faite plutôt qu'une tête bien pleine. Bon, voilà, c'était une petite allusion, mais c'est vrai que, on aime bien les personnes qui aiment comprendre, qui aiment raisonner. Heu, enfin voilà, c'est pas forcément une discipline où il faut, bah, tout savoir, dérouler par cœur, c'est pas tout à fait ça qui est intéressant. L'internat ensuite, est un internat de 4 ans et puis nous, on essaye de faire en sorte, pour l'instant, on le garantit à tous les internes, rares sont ceux qui ne veulent pas le faire d'ailleurs, un post-internat de 2 ans parce qu'on trouve qu'au bout de 4 ans, c'est encore un petit peu juste pour être complètement, autonome et gérer, soit une patientèle tout seul, soit une salle, dans un service. Donc, en règle générale, ça dure internat 4 ans, post-internat 2 ans. Les internes sont en train d'essayer de voir si l'internat de rhumatologie, étant donné qu'il y a, toute une partie interventionnelle qui est intégrée dans la rhumatologie, si l'internat de rhumatologie pourrait passer à 5 ans. Pour l'instant, il est à 4 ans. On peut faire rhumatologie, dans toute la France métropolitaine. Il y a également un cursus, dans les Antilles avec, au CHU de Fort-de-France, donc un service de rhumatologie et de médecine interne qui font, tous les 2 des pathologies dont on vient de discuter, des pathologies, de rhumatologie. Et puis, on a, créé avec un médecin, là-bas depuis 1 an, un cursus océan Indien, pour l'instant essentiellement basé, à La Réunion. Les conditions n'étaient pas encore réunies pour l'instant à Mayotte pour qu'il puisse y avoir des stages à Mayotte. Mais, on a une première interne là qui a débuté son internat donc de rhumatologie à La Réunion et donc, il y a un fort besoin aussi, dans cette île, de rhumatologues. Il y en a très, très peu. Donc voilà, ça démarre là, depuis l'an dernier, donc c'est très, très bien. Alors les débouchés en rhumatologie, ils sont extrêmement, variés. Je vous le mets pour la rhumatologie parce que je viens vous parler de ça, mais en fait, c'est vrai pour la médecine en général. On a tendance c'est assez logique, vous allez me dire, à faire médecine pour être médecin. En vrai, si on faisait des études, bah, on verrait que, on rentre dans une moulinette et on en ressort parfois changé, hein. C'est un petit peu ce que vous a dit Marie-Édith tout à l'heure, par plein de choses, par des rencontres, par des expériences avec, des collègues, des patients, des mentors et cetera et donc les débouchés peuvent être extrêmement variés. Je vais juste vous parler de certains débouchés que nous, on a vu vraiment en pratique, hein, et donc je vous ai mis ces flocons parce que voilà, chaque interne est différent à l'image des flocons. Donc le plus classique quand même, c'est d'avoir soit, après ces 4 ans d'internat et 2 ans de post-internat, un débouché donc en exercice libéral, donc finalement, médecin, libéral, en ville. De plus en plus, les gens qui s'installent actuellement le font en cabinet de groupe. Donc, ils se mettent à plusieurs, c'est quand même plus sympa, ils peuvent partager du matériel. On fait, maintenant obligatoirement de l'échographie quand on est, rhumatologue. Donc, finalement, bah, c'est quand même moins cher de partager un petit peu ce type de frais. On peut éventuellement faire de la radiographie simple, des infiltrations sous scopie et cetera. Et donc tout ça, ça peut se faire, donc plus facilement dans des cabinets de groupe. Et puis on peut également, devenir praticien hospitalier dans un centre, régional. Donc, dans toute la région, il y a de la rhumatologie dans les centres. Quand il n'y en a pas, par exemple, je vais vous citer le centre de Langon, dans lequel il n'y avait pas de rhumatologie. Il n'a pas été très difficile de convaincre, finalement la direction de l'hôpital de Langon qu'un rhumatologue pouvait être un atout et donc on a une rhumatologue qui a décidé de s'installer au centre hospitalier de Langon comme praticien hospitalier. Après, ben, on peut aussi, c'est en exercice libéral, le faire en clinique. Ça se faisait, un petit peu moins il y a quelques années et là, ça se fait de plus en plus. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut profiter de la plateforme, proposée par la clinique qui, va, finalement fournir, tout un tas de matériel, et qui va, bah, selon les cliniques, soit apporter un financement,
soit louer des locaux et du matériel aux praticiens. Et puis, ça permet de travailler en groupe et puis avec d'autres spécialités, donc c'est quand même assez intéressant. Et puis, il y a la carrière hospitalo-universitaire, donc ça, c'est celle que j'ai faite avec la partie hospitalière, clinique, et la partie universitaire, donc universitaire qui est la partie recherche, qui est extrêmement intéressante, et puis la partie enseignement, et puis il y a une partie administrative qui est probablement nettement moins intéressante, mais qui est certainement à citer, puisque, comme vous l'avez un peu dit, Marie a dit juste avant, c'est une partie qui prend pas mal de temps. Je dirais que pour cette partie de carrière hospitalo-universitaire, il faut quand même avoir une motivation sur l'un de ces axes, par exemple, être passionné d'enseignement ou passionné par la recherche, pour pouvoir le réussir sans aigreur. C'est pas forcément la partie, on va dire, la plus facile si on n'a pas vraiment ces vocations-là. Après, on a l'exemple d'une collègue qui a fait elle aussi un parcours avec un master 2, une thèse de sciences. Et puis, à la fin de sa thèse de sciences, elle a décidé que finalement, la clinique ne lui manquait pas tellement et qu'elle avait envie de se tourner vers une recherche pure. Et donc, ça, c'est toujours possible. Il faut trouver des postes. On a pu lui trouver un poste d'assistant hospitalo-universitaire. Il y a des filières qui sont moins cliniques dans laquelle elle a pu postuler. Donc, elle peut passer devant le Conseil national universitaire d'une autre discipline. Donc, ça, c'est toujours possible si on a les soutiens locaux et les soutiens de sa spécialité également. On a également une collègue qui est partie travailler pour l'industrie pharmaceutique. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est très connu, mais les laboratoires pharmaceutiques recrutent également des médecins pour pouvoir participer aux études, à l'analyse des études, à la communication sur les études cliniques. Donc ça, c'est également un autre mode d'exercice qui existe. Et puis après, on peut faire de la rhumatologie, mais de la rhumatologie un petit peu, on va dire, avec une coloration particulière. Par exemple, on a, au travers notamment des formations transversales spécialisées, les FST, on a par exemple un interne là, qui est en train de se préparer à être médecin du sport, donc rhumatologue médecin du sport. On a une collègue qui est onco-rhumatologue, donc elle va vraiment s'intéresser à cet aspect de la rhumatologie. Et puis, il y a des rhumatopédiatres, donc qui vont vraiment regarder plutôt cette partie-là de la rhumatologie. Alors justement, ça me permet de faire une transition vers les patients en rhumatologie. Qui voit-on en rhumato? Eh bien, ça, j'essaye d'abattre un petit peu les a priori qu'on peut avoir sur cette spécialité. On est loin de voir que des personnes âgées. D'ailleurs, souvent, les externes sont assez étonnés de voir les âges de la liste de mes consultations. Tout simplement parce qu'en fait, on suit des pathologies qui peuvent arriver à tous les âges de la vie. Donc, il y a toute la partie rhumatopédiatrique qui est là, on le comprend très bien, notamment, il y a énormément de maladies qui surviennent en fait dès l'enfance, les arthrites juvéniles idiopathiques, les maladies auto-inflammatoires monogéniques, tout ça survient dès l'enfance et donc on a un pôle de rhumatopédiatrie qui est très actif dans ce domaine. Et puis, moi, je m'occupe par exemple d'une consultation de transition pédiatrique. Donc, on est ensemble avec les pédiatres et on voit à ce moment-là les adultes, enfin les jeunes adultes qui ont tout juste 18 ans et qui étaient suivis en pédiatrie et qui donc ont besoin de continuer à être suivis dans le milieu adulte. Et on fait une consultation vraiment dédiée à cette transition. Donc, vous imaginez bien que ce jour-là, je ne vois que des patients qui ont entre 18 et 19 ans. Et puis ensuite, on suit pas mal de pathologies type lupus, qui surviennent plutôt chez des femmes d'environ 20 à 30 ans, ou spondylarthrite ankylosante. Là, c'est plutôt des hommes qui ont effectivement entre 20 et 30 ans également. Et puis après, on va voir tout un tas d'autres pathologies, polyarthrite rhumatoïde, spondyloarthrite, enfin, les autres spondyloarthrites, de la famille des spondyloarthrites,
les pathologies microcristallines qui peuvent arriver vraiment à tout âge, on va dire à partir de 40-50 ans. Là, on va voir quelques discopathies. Nous, on ne voit pas tellement dans le service, hein. C'est vrai que je vous donne un petit peu le reflet de ce qu'on voit énormément dans le service de rhumatologie de Bordeaux, qui est peut-être pas ce qui est vu dans tous les services de rhumatologie de France, puisqu'on a tous développé un petit peu nos spécificités. Et puis beaucoup plus tardivement, sur la partie inflammatoire, pseudopolyarthrite rhizomélique, ortone, et puis un peu d'arthrose, que nous, finalement, on voit extrêmement peu dans le service. Ce n'est pas tellement une pathologie qu'on voit beaucoup en milieu hospitalier. C'est plutôt une pathologie que les orthopédistes ou les médecins rééducateurs voient un peu plus. Alors, c'est vrai que si on regarde tout ça, c'est le reflet là beaucoup de ce qu'on voit nous à Bordeaux, encore une fois. On voit énormément de maladies inflammatoires, auto-immunes ou non. On va être une discipline qui va beaucoup se rapprocher de ce qu'on va appeler l'immunologie clinique finalement. Et en rhumatologie, c'est une des disciplines dans laquelle vous manipulerez le plus de thérapeutiques innovantes du type biothérapie, thérapie ciblée, donc tous les anticorps monoclonaux, etc. C'est le pain quotidien, c'est ce qu'on prescrit c'est ce qu'on prescrit tous les jours. Et donc, c'est vrai que les internes des autres spécialités, on va dire médecine interne, dermatologie, etc., passent souvent en rhumatologie, en particulier pour se former à la prescription de ce type de médicaments innovants et extrêmement efficaces qu'on manipule donc quotidiennement. Alors, Ariane m'avait demandé également de mettre un petit peu plus en pratique en vous parlant d'un cas clinique un petit peu représentatif. Et donc, un cas clinique qui m'a marqué, c'est ce jeune homme de 19 ans qui s'était présenté donc, pour... Je suis là pour l'instant, mais comment après je vais... Ah, Monsieur Malard, je crois que... Oui. Ouais. Il faudrait enlever le son, s'il vous plaît. Ah d'accord. Mais pourtant, c'est marqué que je suis en muet. Bonjour, Bonjour. Marie-Élise. Je suis avec Olivia. Salut. Ah, salut Opi. Salut, ça va Marie? Ouais, ça va, super. Bon, je vous laisse. Ouais, je me mets en muet. J'ai presque fini, hein, t'inquiète pas. Donc voilà, c'était ce jeune homme, Romain, 19 ans, qui s'était présenté dans le service donc, pour rachyalgie, polyarthralgie inflammatoire, donc horaire inflammatoire, qui évoluait depuis plusieurs mois. En fait, il était venu avec sa maman, ça nous avait pas mal frappé, parce que bon, à 19 ans, on est quand même déjà bien autonome normalement, mais en fait, il se présentait un petit peu comme les patients de transition pédiatrique, c'est-à-dire que en fait, on s'est rendu compte qu'il avait été toujours malade et c'est pour ça qu'il était accompagné par sa mère à ce moment-là. Donc nous, on l'a abordé comme un patient qui vient pour des rachyalgies, hein, tout simplement, et on a appliqué notre mode de raisonnement habituel. Donc déjà, est-ce que c'est urgent? Donc est-ce que c'est urgent? C'est-à-dire, est-ce qu'il a des problèmes neurologiques associés? Est-ce que cette rachyalgie est associée à un déficit moteur, un syndrome de la queue de cheval ou quoi que ce soit? Non, bon, très bien. Donc on peut passer à l'étape suivante. Est-ce que cette rachyalgie sans quelque chose de grave, c'est-à-dire est-ce qu'on est devant une rachyalgie commune ou symptomatique? Alors bon, à 19 ans, la rachyalgie commune, on n'y croit quand même pas trop, mais ça peut. Et puis surtout, c'est l'horaire inflammatoire qui va assez peu nous orienter vers une origine commune. Bon, je vous rappelle que l'origine commune, c'est tout ce qui est dégénératif, donc en général, c'est pas d'horaire inflammatoire. Et puis là, il y avait en plus une polyarthralgie associée. Donc, on est parti plutôt sur une étiologie symptomatique. Et là, vous vous rappelez que si on part sur une étiologie symptomatique, on va s'orienter vers la réalisation d'une imagerie. Alors, on ouvre nos grands cadres, hein, comme d'habitude. Et donc, on a ouvert nos grands cadres, on s'est gratté un peu la tête et puis on s'est dit,
Bon, alors on va quand même l'interroger un petit peu plus. Traumatique, ben non, il avait aucun signe, enfin il avait rien décrit de traumatique. Métabolique, il n'a pas trop l'âge d'avoir une chondrocalcinose, une goutte, et cetera. Iatrogène, il décrivait aucun geste au préalable. Alors, on a gardé tumoral, infection inflammatoire, en se disant qu'on allait faire une IRM, mais on mettait quand même une petite pièce sur une origine inflammatoire. Et étant donné son âge, étant donné rachialgie plus polyarthralgie, on s'est posé la question d'une spondylarthrite ankylosante. On lui a demandé s'il y avait des signes associés, et puis, bim, des uvéites. Donc, on s'est dit, tiens, banco, peut-être que ça sera une spondylarthrite. Et donc, on a fait une IRM du rachis et des sacroiliacs. Et là, alors qu'il était extrêmement inflammatoire, grosse déception pour ce patient. Aucun argument pour une sacroïlite active ou séquelaire. Donc là, on pensait avoir résolu le dossier. Et puis là, vraiment, rien du tout. Alors bon, ça vous me direz, ça peut arriver, mais là, à ce point-là, rien du tout. L'IRM totalement normal. Et le patient était dans le service, hospitalisé à 19 ans, et vraiment, vraiment pas bien. Donc, on se dit, c'est pas possible, IRM normal, ça va pas. Et donc, on se dit, on va remettre un petit peu le travail sur le métier. Et donc, on reprend bien le dossier. Il y a quand même des atypies. Alors, certes, c'est possible d'avoir une CRP élevée dans une spondylarthrite, mais quand même 240 de CRP, c'est quand même énorme. Et puis, il avait décrit quand même des épisodes fébriles à plusieurs reprises. Et puis, en fait, en le réinterrogeant un peu, en le poussant dans ses retranchements, parce qu'il avait du mal un petit peu à communiquer avec ce patient. C'était assez compliqué d'établir le contact. Puis il y avait sa maman qui était tout le temps là. Et puis elle finit par nous dire, bon, elle craque. Bon, en fait, c'est vraiment pas la première fois, loin de là. Et puis là, on se pose la question de est-ce qu'il n'y aurait pas une ambiance auto-inflammatoire. Vous voyez, avec ces épisodes fébriles à répétition, cette CRP extrêmement élevée. Donc, on s'est posé un peu cette question-là. Et on l'a réinterrogé. Et là, tout à coup, on a déclenché une litanie de choses, en discutant aussi avec sa maman qui nous a sorti, chose qu'on n'est pas trop habitué à regarder chez les adultes, le carnet de santé, extrêmement intéressant. Donc, ça a commencé dès le début, en fait, avec une naissance prématurée inexpliquée, un retard saturopondéral. Il faisait 1,55 m à 19 ans, et puis il a eu un retard dès le départ, saturopondéral. Une surdité de perception dont on s'est rendu compte, c'était rigolo parce que finalement, on avait fait tout l'interrogatoire, il n'y avait aucun souci. Et puis, on était sorti de la chambre et puis il m'avait semblé voir quelque chose qui dépassait de son oreille, mais j'étais pas sûre. Donc, j'étais retournée le voir et en fait, il avait un petit appareil auditif, mais maintenant, ils sont hyper discrets, donc on ne le voyait pas. Et donc, il ne nous avait pas dit qu'il était sourd parce que pour lui, il était appareillé, donc il y avait pas c'était pas un antécédent, quoi. Et puis il y avait une parésie hémicorporelle, des infections ORL à répétition qu'on voyait dans le carnet de santé, des conjonctivites, uvéites. En fait, à chaque fois qu'ils faisaient une prise de sang, il n'y avait jamais une CRP normale. Et puis plusieurs épisodes de fièvre inexpliqués. Je vous rappelle qu'il a 19 ans, donc ça veut dire qu'il est passé entre les mailles du filet avec tous ces symptômes, et simplement les uns après les autres. Il n'y avait jamais eu de synthèse qui avait été faite. Et donc, en quelque sorte, il arrivait là, un petit peu en bout de course, avec des rachialgies, mais finalement, ce n'était pas le problème. On voyait qu'il y avait énormément d'autres choses. Donc, il avait déjà beaucoup trop à raconter à cette époque-là. On a un peu fait l'effort, donc plutôt que d'avoir ce listing, de rassembler un petit peu les symptômes pour décrire finalement cette ambiance un petit peu auto-inflammatoire avec une atteinte neurosensorielle associée à la fièvre, aux sérites, au retard saturopondéral, etc. Et ça nous a orienté vers d'autres types de pathologies. C'est des maladies finalement auto-inflammatoires qui sont des maladies très rares. Donc tout ça pour vous montrer que on a restreint petit à petit l'entonnoir, on est parti d'un symptôme, on a essayé d'appliquer notre raisonnement habituel, et puis on n'a pas perdu courage, on a continué à faire notre enquête extrêmement policière, en regardant vraiment tous les détails. Et puis finalement, on est arrivé, on a restreint donc, aux maladies auto-inflammatoires, donc il y en a 4,
principal, on va dire, hein, voilà. Et puis, avec les éléments qu'on avait, et notamment la surdité, eh bien, on s'est orienté vers un syndrome qui est dépendant de la cryopyrine, les CAPS. C'est une maladie monogénique extrêmement rare. On a fait le test génétique et effectivement, c'était positif. Et là, grosse émotion, hein, puisque donc à 19 ans, on a la bonne nouvelle, c'est que ce syndrome extrêmement rare a un traitement qui lui va comme sa chaussure à Cendrillon, pile poil bien. Et donc, après maintenant, on a à peu près 8 ans d'évolution. Il est toujours traité par son inhibiteur, son anticorps anti-interleukine 1, donc c'est des médicaments extrêmement innovants, le canakinumab, et il va très très bien. Alors lui, on l'a diagnostiqué un peu tard, donc il n'a pas récupéré sur le plan de la surdité. En revanche, il a récupéré sur tout le reste. Il n'y a plus du tout de période inflammatoire. Et si on diagnostique les patients beaucoup plus tôt, et là on est en train de diagnostiquer une famille justement avec les rhumatopédiatres avec lesquels je travaille très régulièrement, on peut même avoir un effet bénéfique sur la surdité qui est en train de s'installer. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Alors tout ça pour dire, et voilà, après je vais vous laisser me poser des questions, c'est qu'en rhumatologie, on essaye vraiment d'appliquer ça, c'est-à-dire de partir de symptômes. Les cours les plus intéressants que vous aurez en rhumatologie, c'est vraiment les orientations diagnostiques. Moi, je trouve que c'est important, bien sûr, de savoir quoi mettre dans les cases, mais les orientations, polyarthralgie, rachalgie, c'est vraiment extrêmement intéressant. On apprend un mode de raisonnement. Soit la réponse est habituelle, standard, et on arrive à un diagnostic habituel. Et puis, c'est vrai qu'on a la chance, depuis, on va dire, 15 ans, d'avoir une richesse de traitement en rhumato qui permet, c'est pas lève-toi et marche, mais presque quand même, hein, pour pas mal de pathologies, en tout cas inflammatoires. Soit ce n'est pas la réponse habituelle à notre raisonnement, et à ce moment-là, on approfondit l'enquête, on fait éventuellement des diagnostics rares, et puis on a également souvent des traitements qui vont marcher. Donc en gros, la rhumatologie, c'est pour moi une très bonne manière de partir d'un symptôme et d'arriver en ligne, et de trouver la route pour arriver jusqu'au diagnostic. Bonne fin de soirée. À vous aussi. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser par mail, il n'y a aucun problème. Et il y a déjà des personnes qui m'ont sollicité éventuellement pour venir faire quelques jours dans le service. Si vous voulez voir en vrai à quoi ça ressemble, il y a pas de souci, hein, on vous accueille, il n'y a aucun problème. Voilà.